J'ai vu tous mes élèves en classe virtuelle hier, donc ça fait 2 rendez-vous un petit peu rapprochés. Mais je suis très heureuse de pouvoir continuer avec vous aussi ces petits moments de lecture que j'ai plaisir à mener parce que c'est un exercice finalement, même en étant professeur de français, qu'on ne pratique pas tant que ça, la lecture à voix haute, et puis jamais sur des textes aussi longs que ceux que j'ai pu vous lire. On a quand même lu ensemble un roman entier, L'étranger. Et donc à chaque fois je fais ça un petit peu sans filet, sans avoir préparé, répété avant. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans que je n'ai plus du tout de pratique théâtrale. Donc je sens que je suis un peu rouillée, des choses reviennent petit à petit et se remettent en place, malgré quelques petits bugs parfois à la lecture, puisque je redécouvre des textes que je connais bien mais que je n'ai pas lus depuis plusieurs années dans leur intégralité, en vous les lisant à voix haute. Donc c'est un exercice intéressant. Voilà, j'espère que vous appréciez dans les moments où vous avez l'occasion de vous connecter. Je vous rappelle que les lives sont toujours disponibles pendant les 24 heures après leur diffusion. Et ce que j'ai oublié de faire les premières fois, mais je pense que c'était un acte manqué inconscient, c'est que je n'avais pas enregistré systématiquement les lectures et j'ai enregistré en revanche la lecture du dernier chapitre de L'étranger, que j'ai donc conservé, qui est un chapitre intense sur lequel on sera amené à revenir avec mes classes la semaine prochaine en classe virtuelle. Mais voilà, j'avais envie de garder une trace de ce moment de lecture-là. Dans la foulée du dernier live, jeudi il y a 15 jours, j'ai fait un petit montage avec une introduction, une petite musique pour mettre la vidéo sur YouTube. La vidéo est longue, fait un peu plus de 30 minutes, donc ça demande que le compte YouTube soit vérifié, etc. Quand j'ai voulu faire, ça buguait. Mais je vais m'y remettre, je vais m'en occuper d'ici la fin de semaine. Et si je peux pas mettre la vidéo du dernier chapitre de L'étranger en entier en un bloc, je referai un petit montage pour la faire apparaître en 2 parties. Donc vous pourrez retrouver ça. Excusez-moi. Sur YouTube bientôt avec le nom Innomnia Paratus aussi. Donc le live du dernier chapitre de L'étranger. Et si les choses se passent bien, ce que je vais vous lire aujourd'hui, je le mettrai aussi en ligne pour ceux qui ne seront pas avec nous aujourd'hui. Donc je voulais qu'on continue un peu notre exploration de l'œuvre de Camus. On a lu ensemble L'étranger, mes élèves ont lu de leur côté, tant bien que mal, quand ils y sont parvenus, La peste, un roman sur lequel ils sont en train en ce moment d'écrire, et j'ai hâte de pouvoir bientôt découvrir leurs pensées, leurs avis sur ce roman, leurs réflexions du moment. Et en fait, je voulais vous lire aujourd'hui un essai de Camus qui s'appelle Retour à Tipaza et qui fait partie de cet ouvrage qui est un ensemble d'essais. Donc c'est un recueil qui passe par la forme de l'essai et la forme de la nouvelle, qui mélange un peu la réflexion philosophique, la poésie, des moments de fiction, des souvenirs, des impressions de voyage de la part de Camus. Donc le recueil s'organise en 2 blocs. D'abord, la première partie s'appelle Noces et la seconde s'appelle L'été. Et donc, Retour à Tipaza, les 14 pages que je vais vous lire aujourd'hui font partie de la deuxième partie, L'été. Et donc, Noces et L'été constituent un ensemble de textes qui ont une dimension très poétique, très lyrique, et qui se mêlent à la réflexion de Camus sur son rapport à l'Algérie. C'est l'amour de Camus pour l'Algérie et son rapport aussi contrarié à ce pays qui s'exprime à travers tous ces différents textes. Et donc le tout premier texte dans Noces s'intitule Noces à Tipaza. Donc Tipaza, c'est une ville d'Algérie à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. Et dans la deuxième partie, dans la partie L'été, le texte que nous allons lire s'appelle donc Retour à Tipaza. Donc c'est une exploration de cette ville, une impression sur cette ville que nous offre Camus. Et sur la dimension aussi mythique et mythologique de la ville de Tipaza, puisque c'est une ville très importante pour son histoire, son patrimoine culturel. La ville est classée parmi les patrimoines de l'UNESCO. Elle comporte beaucoup de ruines, puisque la ville a été dans l'Antiquité à une époque romaine, donc on a des ruines romaines. Il y a à la fois un héritage chrétien, un héritage musulman qui se mêle dans la ville de Tipaza. C'est une ville chargée d'histoire, chargée de récits mythiques, chargée de ruines,
Et donc c'est à la fois une ville du présent et une ville du passé. Et donc au moment où Camus écrit Retour à Tipaza, nous sommes en 1952. Depuis 5 jours que la pluie coulait sans trêve sur Alger, elle avait fini par mouiller la mer elle-même. Du haut d'un ciel qui semblait inépuisable, d'incessantes averses, visqueuses à force d'épaisseur, s'abattaient sur le golfe. Grise et molle comme une grande éponge, la mer se boursouflait dans la baie sans contour. Mais la surface des eaux semblait presque immobile sous la pluie fixe. De loin en loin seulement, un imperceptible et large mouvement soulevait au-dessus de la mer une vapeur trouble qui venait aborder au port sous une ceinture de boulevards mouillés. La ville elle-même, tous ses murs blancs ruisselants d'humidité, exhalait une autre buée qui venait à la rencontre de la première. De quelque côté qu'on se tournât alors, il semblait qu'on respirât de l'eau. L'air enfin se buvait. Devant la mer noyée, je marchais. J'attendais dans cet Alger de décembre qui restait pour moi la ville des étés. J'avais fui la nuit d'Europe, l'hiver des visages. Mais la ville des étés elle-même s'était vidée de ses rires et ne m'offrait que des dos ronds et luisants. Le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi et qu'ils ne l'étaient plus. Je m'obstinais pourtant sans trop savoir ce que j'attendais, sinon peut-être le moment de retourner à Tipaza. Certes, c'est une grande folie et presque toujours châtiée de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à 40 ans ce qu'on a aimé ou dont on a fortement joui à 20. Mais j'étais avertie de cette folie. Une première fois déjà, j'étais revenue à Tipaza, peu après ces années de guerre qui marquèrent pour moi la fin de la jeunesse. J'espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. En ce lieu, en effet, il y a plus de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer parmi les ruines, à respirer les absinthes, à me chauffer contre les pierres, à découvrir les petites roses, vite effeuillées, qui survivent au printemps. À midi seulement, à l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées, je fuyais devant l'avide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. 15 ans après, je retrouvais mes ruines, à quelques pas des premières vagues. Je suivais les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers, et sur les coteaux qui dominent la baie, je caressais encore les colonnes couleur de pin. Mais les ruines étaient maintenant entourées de barbelés, et l'on ne pouvait y pénétrer que par les seuils autorisés. Il était interdit aussi, pour des raisons que, paraît-il, la morale approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontrait un gardien assermenté. Par hasard, sans doute, ce matin-là, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Désorienté, marchant dans la campagne solitaire et mouillée, j'essayais au moins de retrouver cette force, jusqu'à présent fidèle, qui m'aide à accepter ce qui est, quand une fois j'ai reconnu que je ne pouvais le changer. Et je ne pouvais en effet remonter le cours du temps, redonner au monde le visage que j'avais aimé et qui avait disparu en un jour, longtemps auparavant. Le 2 septembre 1939, en effet. Je n'étais pas allée en Grèce comme je le devais. La guerre, en revanche, était venue jusqu'à nous, puis elle avait recouvert la Grèce elle-même. Cette distance, ces années qui séparaient les ruines chaudes des barbelés, je les retrouvais également en moi, ce jour-là, devant les sarcophages pleins d'eau noire ou sous les tamarides détrempées. Élevée d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, j'avais commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, les polices, le temps de la révolte. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'était qu'un souvenir. Et dans cette Tipaza boueuse, le souvenir lui-même s'estompait. Il s'agissait bien de beauté, de plénitude ou de jeunesse. Sous la lumière des incendies, le monde avait soudain montré ses rides et ses plaies, anciennes et nouvelles. Il avait vieilli d'un seul coup,
et nous avec lui. Cet élan que j'étais venue chercher ici, je savais bien qu'il ne soulève que celui qui ne sait pas qu'il va s'élancer. Point d'amour sans un peu d'innocence. Où était l'innocence? Les empires s'écroulaient, les nations et les hommes se mordaient à la gorge, nous avions la bouche souillée. D'abord innocents sans le savoir, nous étions maintenant coupables sans le vouloir. Le mystère grandissait avec notre science. C'est pourquoi nous nous occupions aux dérisions de morale. Infirme, je rêvais de vertu. Au temps de l'innocence, j'ignorais que la morale existât. Je le savais maintenant. Je n'étais pas capable de vivre à sa hauteur. Sur le promontoire que j'aimais autrefois, entre les colonnes mouillées du temple détruit, il me semblait marcher derrière quelqu'un dont j'entendais encore les pas sur les dalles et les mosaïques, mais que plus jamais je n'atteindrais. Je regagnais Paris, et je restais quelques années avant de revenir chez moi. Quelque chose pourtant pendant toutes ces années me manquait obscurément. Quand une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière. Le renoncement à la beauté et au bonheur sensuel qui lui est attaché, le service exclusif du malheur demande une grandeur qui me manque. Mais après tout, rien n'est vrai qui force à l'exclure. La beauté isolée finit par grimacer, la justice solitaire finit par opprimer. Qui veut servir l'une à l'exclusion de l'autre ne sert personne, ni lui-même, et finalement sert deux fois l'injustice. Un jour vient où, à force de raideur, plus rien n'est merveille, tout est connu, la vie se passe à recommencer. C'est le temps de l'exil, de la vie sèche, des âmes mortes. Pour revivre, il faut une grâce, l'oubli de soi ou une patrie. Certains matins, au détour d'une rue, une délicieuse rosée tombe sur le cœur puis s'évapore. Mais la fraîcheur demeure encore et c'est elle toujours que le cœur exige. Il me fallut partir à nouveau. Et Alger, une seconde fois, marchant encore sous la même averse qui me semblait n'avoir pas cessé depuis un départ que j'avais cru définitif, au milieu de cette immense mélancolie qui sentait la pluie et la mer, malgré ce ciel de brume, ces dos fuyants sous l'ondée, ces cafés dont la misère sulfureuse décomposait les visages, je m'obstinais à espérer. Ne savais-je pas encore que les pluies d'Alger, avec cet air qu'elles ont de ne jamais devoir finir, s'arrêtent pourtant en un instant, comme ces rivières de mon pays qui se gonflent en 2 heures, dévastent des hectares de terre et tarissent d'un seul coup. Un soir, en effet, la pluie s'arrêta. J'entendis encore une nuit. Une matinée liquide se leva, éblouissante sur la mer pure. Du ciel, frais comme un œil, lavé et relavé par les eaux, réduit par ses lessives successives à sa trame la plus fine et la plus claire, descendait une lumière vibrante, qui donnait à chaque maison, à chaque arbre, un dessin sensible, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a dû surgir dans une lumière semblable. Je pris à nouveau la route de Tipaza. Il n'est pas pour moi un seul de ces 69 kilomètres de route qui ne soit recouvert de souvenirs et de sensations. L'enfance violente, les rêveries adolescentes dans le ronronnement du car, les matins, les filles fraîches, les plages, les jeunes muscles toujours à la pointe de leur effort, la légère angoisse du soir dans un cœur de 16 ans, le désir de vivre, la gloire, et toujours le même ciel au long des années, intarissable de force et de lumière, insatiable lui-même, dévorant une à une, des mois durant, les victimes offertes en croix sur la plage, à l'heure funèbre de midi. Toujours la même mer aussi, presque impalpable dans le matin, que je retrouvais au bout de l'horizon dès que la route, quittant le Sahel et ses collines aux vignes couleur de bronze, s'abaissa vers la côte. Mais je ne m'arrêtai pas à la regarder. Je désirais revoir le Chénoua, cette lourde et solide montagne découpée dans un seul bloc qui longe la baie de Tipaza à l'ouest avant de descendre elle-même dans la mer. On l'aperçoit de loin, bien avant d'arriver, vapeur bleue et légère qui se confond encore avec le ciel.
mais elle se condense peu à peu, à mesure qu'on avance vers elle, jusqu'à prendre la couleur des eaux qui l'entourent. Grande vague immobile dont le prodigieux élan aurait été brutalement figé au-dessus de la mer calme d'un seul coup. Plus près encore, presque aux portes de Tipaza, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte. Voici le vieux dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ses fils, dont je suis. C'est en le regardant que je franchis enfin les barbelés pour me retrouver parmi les ruines. Et sous la lumière glorieuse de décembre, comme il arrive une ou deux fois seulement dans des vies qui après cela peuvent s'estimer comblées, je retrouvais exactement ce que j'étais venue chercher, et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert, à moi seule vraiment, dans cette nature déserte. Du forum, jonché d'olives, on découvrait le village en contrebas. Aucun bruit n'en venait. Des fumées légères montaient dans l'air limpide. La mer aussi se taisait, comme suffoquée sous la douche ininterrompue d'une lumière étincelante et froide. Venu du Chénois, un lointain chant de coq célébrait seul la gloire fragile du jour. Du côté des ruines, aussi loin que la vue pouvait porter, on ne voyait que des pierres grêlées et des absinthes, des arbres et des colonnes parfaites dans la transparence de l'air cristallin. Il semblait que la matinée se fût fixée, le soleil arrêté pour un instant incalculable. Dans cette lumière et ce silence, des années de fureur et de nuit fondaient lentement. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur, arrêté depuis longtemps, se remettait doucement à battre. Et maintenant éveillé, je reconnaissais un à un les bruits imperceptibles dont était fait le silence. La basse continue des oiseaux, les soupirs légers et brefs de la mer au pied des rochers, la vibration des arbres, le chant aveugle des colonnes, les froissements des absinthes, les lézards furtifs. J'entendais cela, j'écoutais aussi les flots heureux qui montaient en moi. Il me semblait que j'étais enfin revenue au port, pour un instant au moins, et que cet instant désormais n'en finirait plus. Mais peu après, le soleil monta visiblement d'un degré dans le ciel. Un merle préluda brièvement et aussitôt, de toutes parts, des chants d'oiseaux explosèrent en une force, une jubilation, une joyeuse discordance, un ravissement infini. La journée se remit en marche. Elle devait me porter jusqu'au soir. À midi, sur les pentes à demi sableuses et couvertes d'héliotropes comme d'une écume qu'auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui à cette heure se soulevait à peine d'un mouvement épuisé. Et je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche. Je veux dire, aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé. Il y a du malheur à ne pas aimer. Nous tous aujourd'hui mourrons de ce malheur. C'est que le sang, les haines, décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l'amour est impossible et la justice ne suffit pas. C'est pourquoi l'Europe est le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière! C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce dernier recours était aussi le nôtre et je le savais maintenant.
milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. J'ai quitté de nouveau Tipaza, j'ai retrouvé l'Europe et ses luttes. Mais le souvenir de cette journée me soutient encore et m'aide à accueillir du même cœur ce qui transporte et ce qui accable. À l'heure difficile où nous sommes, que puis-je désirer d'autre que de ne rien exclure et d'apprendre à tresser de fils blancs et de fils noirs une même corde tendue à se rompre. Dans tout ce que j'ai fait et dit jusqu'à présent, il me semble bien reconnaître ces deux forces, même lorsqu'elles se contrarient. Je n'ai pu renier la lumière où je suis née, et cependant je n'ai pas voulu refuser les servitudes de ce temps. Il serait trop facile d'opposer ici au doux nom de Tipaza d'autres noms plus sonores ou plus cruels. Il y a, pour les hommes d'aujourd'hui, un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les deux sens, et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Et sans doute on peut toujours se reposer, s'endormir sur la colline, ou prendre pension dans le crime. Mais si l'on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être. Il faut donc renoncer à vivre ou à aimer autrement que par procuration. Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. De loin en loin, au moins, il est vrai que je voudrais l'avoir exercée. Puisque peu d'époques demandent autant que la nôtre qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire, j'aimerais justement ne rien éluder et garder intacte une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une ni aux autres. Mais ceci ressemble encore à une morale et nous vivons quelque chose qui va plus loin que la morale. Si nous pouvions le nommer, quel silence. Sur la colline de Sainte Salsa, à l'est de Tipaza, le soir est habité. Il fait encore clair, à vrai dire, mais dans la lumière, une défaillance invisible annonce la fin du jour. Un vent se lève, léger comme la nuit, et soudain la mer sans vague prend une direction et coule comme un grand fleuve infécond d'un bout à l'autre de l'horizon. Le ciel se fonce. Alors commence le mystère, les dieux de la nuit, l'au-delà du plaisir. Mais comment traduire ceci ? La petite pièce de monnaie que j'emporte d'ici a une face visible, beau visage de femme qui me répète tout ce que j'ai appris dans cette journée, et une face rongée que je sens sous mes doigts pendant le retour. Que peut dire cette bouche sans lèvres, sinon ce que me dit une autre voix mystérieuse en moi, qui m'apprend tous les jours mon ignorance et mon bonheur. Le secret que je cherche est enfui dans une vallée d'oliviers, sous l'herbe et les violettes froides, autour d'une vieille maison qui sent le sarment. Pendant plus de 20 ans, j'ai parcouru cette vallée et celle qui lui ressemble. J'ai interrogé des chevriers muets, j'ai frappé à la porte de ruines inhabitées. Parfois, à l'heure de la première étoile dans le ciel encore clair, sous une pluie de lumière fine, j'ai cru savoir. Je savais en vérité. Je sais toujours peut-être. Mais personne ne veut ce secret. Je n'en veux pas moi-même sans doute, et je ne peux me séparer des miens. Je vis dans une famille qui croit régner sur des villes riches et hideuses, bâties de pierre et de brume. Jour et nuit, elle parle haut et tout plie devant elle qui ne plie devant rien. Elle est sourde à tous les secrets. Sa puissance qui me porte m'ennuie pourtant, et il arrive que ses cris me lassent. Mais son malheur est le mien, nous sommes du même sang. Infirme aussi, complice et bruyant, n'ai-je pas crié parmi les pierres ? Aussi je m'efforce d'oublier, je marche dans nos villes de fer et de feu. Je souris bravement à la nuit, je hèle les orages, je serai fidèle. J'ai oublié en vérité, actif et sourd désormais. Mais peut-être un jour, quand nous serons prêts à mourir d'épuisement et d'ignorance, pourrai-je renoncer à nos tombeaux criards pour aller m'étendre dans la vallée, sous la même lumière, et apprendre une dernière fois ce que je sais. 1952,
fin de l'essai, retour à Tipaza. Donc un voyage poétique, lyrique et philosophique où Albert Camus nous évoque l'Antiquité, la Grèce, où il devait aller, où il a été empêché de se rendre pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis son retour en Algérie plus tard, Alger, et le chemin de Alger à Tipaza, et de villes séparées de 69 km, ce chemin qu'il a plein de fois parcouru dans son enfance, des lieux importants dans son histoire personnelle et des lieux où la contemplation, l'admiration des ruines, du paysage, de la nature, du soleil, lui permettent de méditer, de réfléchir. Donc vous retrouvez, je pense, un petit peu un état d'esprit, une philosophie qui déjà était en jeu à travers la voix de Meursault, à qui Camus donnait la parole dans l'étranger. Et là, on retrouve cette même contemplation, cette même méditation dans le rapport à un pays aimé, dans un rapport particulier à la nature, au soleil et à la façon dont la nature et la civilisation se mêlent dans le décor en ruine de Tipaza. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute pendant ce voyage philosophico-poétique. Certainement qu'un certain nombre d'éléments vous ont échappé, mais voilà, je vous inviterai à réécouter ce texte plus tard, calmement, à vous laisser porter par les vagues de l'écriture de Camus. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, en espérant que cette journée vous apporte un petit peu de sérénité. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain live. Je retrouverai mes classes mercredi, et pour tous mes élèves, toutes les questions que vous vous posez par rapport aux activités que vous avez à accomplir et aux exercices à rendre sont dans les mails que je vous ai envoyés ce matin et ont été évoqués hier en classe virtuelle, donc je n'y reviens pas ici. Je vous invite à vous reporter à ces documents. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, bon courage et à très bientôt.